Je m'appelle Wassila, j'ai 17 ans, je vis à Châlons-en-Champagne et j'étudie au lycée Bayen qui se trouve au centre-ville. Avec plusieurs jeunes de centres sociaux, nous avons été invités à participer au Festival international de War on Screen. On est tous passionnés de cinéma et ça nous a permis d'enrichir, de développer nos horizons car on a regardé des films. Ça se trouve, on ne les aurait jamais regardés tout seul. Et ça nous a permis de se poser des questions, de réfléchir sur notre monde actuel, sur notre passé. Et ça participe aussi au devoir de mémoire, je pense. Parce que c'est pas si loin que ça, en fait. Ça nous permet de mieux comprendre notre monde actuel. Ça nous permet de peut-être ne pas recommencer les mêmes erreurs. L'idée était de créer un festival dans une région qui n'avait pas de festival, en l'occurrence Champagne-Ardenne à l'époque, puisque maintenant c'est le Grand Est. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun festival d'importance, non seulement en France, mais en Europe, sur la représentation à l'écran des conflits. Donc on s'est dit, vu que ça avait une histoire forte sur le territoire de Champagne-Ardenne, et plus particulièrement de la Marne et autour de Châlons, que c'était évidemment légitime de faire ça, puisqu'il y a énormément de films qui traitent de ces questions-là. On a eu par exemple une avant-première mondiale d'une création anglaise avant le Festival international de Londres, qui a lieu dans 3 semaines. Donc on commence à avoir, oui, une dimension. On a d'emblée eu une dimension internationale, mais on a maintenant une réelle existence dans le paysage national et international. Par exemple, c'est le seul festival de tout le Grand Est qui soit soutenu par le Centre national du cinéma. Mais c'est aussi par la présence de réalisateurs qui peuvent venir d'autres pays. On avait par exemple l'an passé un président du jury qui s'appelle Roland Joffé, qui est un réalisateur britannique, qui a eu 5 Oscars, une Palme d'Or. Donc voilà, le festival, et on reçoit de plus en plus de films de productions étrangères qui nous envoient leurs films pour les montrer dans le cadre de la compétition. Et quels sont les différents prix proposés par cette compétition ? En long métrage, il y a 3 prix décernés par le jury, un prix qui est le prix du public et un prix du jury étudiant qui est une nouveauté cette année. Et du côté du court métrage, il y a le prix des lycéens. Je suis arrivé en Algérie en septembre 1957, jusqu'à fin janvier 1959. D'accord. Et était-ce un choix ou une obligation Ah ben ça c'était l'obligation, c'était ce que le service militaire obligatoire que tout jeune Français réalisait, qu'il soit dans la métropole, qu'il soit dans les départements algériens, chacun était appelé à faire son service militaire, qui à cette époque-là était autour de 30 mois. Et quelle expérience vous a le plus marqué durant votre service ? En mai 58, notre chef de notre commandant de compagnie avait fait une opération. D'accord. Et normalement, ce jour-là, avec la section commandement, je devais partir avec eux. J'étais monté dans le camion avec nos obus de mortier. Et il m'a demandé de descendre, étant 20 mètres. Il m'a dit, vous restez là, Bouéglin. Et donc, je suis descendu, je suis resté. Et ce jour-là, j'allais dire, de la section commandement, personne n'est revenu. Ils sont tombés dans une embuscade, ils ont tous été tués. Et donc, j'allais dire à l'extrême, je ne devrais pas être là. Avez-vous été traumatisé par ce conflit ou... J'allais dire, ça nous a permis au mieux de percevoir effectivement parfois, je dirais, entre guillemets, l'absurdité des guerres. Parce que de fait, me dit, il y a des choses qui pourraient se résoudre dans le dialogue entre les gens qui sont responsables. Mais là, on était victime, entre guillemets, je dirais, de toute une histoire qui ne dépendait pas de nous, mais qui dépendait de nos anciens qui avaient conquis l'Algérie, à qui avaient fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc, je dirais, là aussi, on se trouve un peu victime de décisions dont nous ne dépendons pas.
Et après votre service, vous avez décidé de rester dans les rangs militaires ou avez-vous évolué vers d'autres horizons? Ah non, alors là, je n'étais pas du tout, pas du tout. Je faisais mon service militaire comme tout citoyen français, hein. D'accord. Et donc après, j'ai repris mes études et j'allais dire d'une manière un peu exceptionnelle, je suis rentré ce qu'on appelle dans un séminaire pour me préparer à être prêtre. D'accord. Et qui fait que, ben, j'allais dire, le conflit que je venais de vivre en Algérie a beaucoup marqué exactement mes études et mes préparations à ce ministère. Les Allemands sont arrivés par l'avenue du Général Sarrail, anciennement route de Reims à l'époque, et ils ont fait. Il y a un hôpital psychiatrique route de Reims. Ils ont ouvert les portes et tout le monde est parti malade et personne. Je vous dis ça parce que ma mère travaillait dans cet établissement et on est parti en courant comme ça, sous les balles. Il y en avait même qui sont restés là parce qu'ils ont été touchés, quoi. Et puis on est revenu 3 mois après, dans une ville qui avait été bien dévastée. Vous aviez 3 quartiers qui étaient brûlés, que les Allemands avaient brûlés parce qu'ils avaient eu de la résistance pour rentrer en ville. Vous aviez le quartier principal au centre-ville, délimité par la rue Léon-Bourgeois, la rue Traversière, la rue Garinet et la rue Prière de la Marne. Je ne sais pas si vous voyez ce quartier-là, où il y a l'hôtel d'Angleterre. Oui, voilà, tout ça c'était brûlé. D'ailleurs, on voit bien que c'est des constructions qui ne sont pas aussi anciennes que la deuxième partie de la rue Léon-Bourgeois. Vous aviez Place aux Chevaux, ça vous dit quelque chose? Tout ce quartier-là était brûlé aussi. Et vous aviez le quartier de la gare, qui entoure la gare, qui était brûlé aussi volontairement par l'armée allemande. Je vivais seul avec ma mère, mon père est disparu très jeune, et je suis resté seul avec elle. Elle était donc employée à l'HP, et elle faisait 12 heures par jour. Pendant 12 heures, j'étais livré à moi-même. Et croyez-moi que, au point de vue ravitaillement, c'était plutôt restreint. Il m'est arrivé de passer des après-midi, puisqu'à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. Et le jeudi, je me vois encore aller faire la queue devant une épicerie pour avoir 2 artichauts en fin d'après-midi, hein. Vous voyez, on ne peut pas croire ce que veut dire on n'avait plus rien, il n'y avait rien. On ne pouvait pas dire on va se rattraper sur un objet ou sur une... Non, il n'y avait rien. Si vous aviez un vélo, vous vouliez un pneu neuf, il fallait 6 mois avec un bon pour l'obtenir. Vous voyez, ça, c'est des exemples qui m'ont encore marqué parce qu'il n'y avait rien, quoi. On ne se rendait pas compte quand même de l'importance des événements, hein. Comme des enfants, quoi. On était privés, ça pour ça on était privés, mais on y repense souvent. Bon, il y a les films, l'actualité comme le film qu'on vient de voir, mais il y a d'autres films qui se sont passés évidemment en France, qui nous aident à repenser à cette époque-là qu'on a vécue. Mais tout doucement, on l'a un peu oublié, hein, cette époque-là, parce que... Mais croyez-moi que c'était... On se rend compte plus maintenant de ce qu'on a été privé qu'à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose à manger, mais c'était comme ça. On vivait quand même, remarquez, hein, mais difficilement, hein. Je vous remercie d'avoir témoigné pour nous. Je vous en prie.
حوش بشيدش ورئيس تو زين مسؤوليات ناس. Two things. Jail or death. به زودی شبا و روزا یک برابر خواهد شدم. ولی من هنوزم از بام دنیا در سر کردن هستم. فرمولا في فرق ما تفكوا بدشت. و انتظار یک جواب میکشم. افغان‌ها هنوز انتظار پادشاهشان هستند. Quelle est la signification du titre de votre film? The Land of the Enlightened, en fait, ça veut dire deux choses. The Land of the Enlightened, si tu traduis ça en farsi, ça veut dire Nouristan. Et Nouristan, c'est un nom du province où on a tourné une grande partie du film. Une deuxième raison, c'est parce que je trouve The Land of the Enlightened, ça apporte quelque chose de spirituel, dans le sens... Mais bon, je ne voulais pas raconter quelque chose de spirituel dans le film, mais comment je vais dire, cette chose spirituelle, c'était pour moi beaucoup plus lié vers voir la lumière, ou c'était une réflexion aussi vers la flexibilité dans la vie des enfants, la résilience, de leur capacité, comment tu dis, capacité de trouver toujours des solutions. Et pour moi, Enlightened, c'était vraiment, c'était un peu le monde des enfants, quoi. C'était une réflexion sur leur monde et sur leur regard sur le monde, en fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser ce long métrage? En fait, après que j'avais fini mes études de cinéma au Ritz, à Bruxelles, en 2007, j'ai commencé de faire mon premier voyage en Afghanistan, notamment comme photographe, à dire. Par contre, j'avais fait des études de cinéma, fiction, pas documentaire. Et je voulais explorer un peu l'Afghanistan, parce que j'avais lu aussi beaucoup sur ce pays après 2001, après les attaques 9/11. Et donc, j'avais l'idée d'explorer en Afghanistan des choses au niveau des peuples, la culture, le pays en général. Mais je savais aussi que l'Afghanistan, c'est pas un pays touristique, donc ça serait super difficile d'y voyager. Donc j'avais fait en fait des agréments avec des ONG différentes, comme le Croix-Rouge, des ONG de déminage, les Nations Unies et tout ça, pour faire des reportages photos pour eux gratuitement. Et en retour, ils me donnaient accès pour visiter leur projet, ensemble avec des traducteurs, des voitures, des guides et tout ça. En 2008, j'ai commencé de faire des photos au niveau de la guerre. Donc je suis parti avec l'armée américaine vers la frontière pakistanaise. Et l'idée est devenue de faire un film qui raconte le contexte de la guerre, la guerre entre les talibans et les Américains. Et dans ce contexte de guerre, de raconter notamment la vie des enfants et plus spécifique leurs rêves et leurs fantasies, et de créer vraiment un film qui raconte quelque chose de beau et vraiment poétique aussi. J'écris dans ce pays que les bouchers écorchent, et dont je vois les nerfs, les entrailles, les os, et dont je vois les bois brûlés comme des torches, et sur les blés en feu la fuite des oiseaux.
J'écris dans ce pays qui souffre 1000 morts, qui montre à tous les yeux ses blessures pourprées, et la meute sur lui grouillante qui le mord, et les valets sonnant dans le corps la curée. Comment voudriez-vous que je parle des fleurs, et qu'il n'y ait des cris dans tout ce que j'écris? De l'arc-en-ciel ancien, je n'ai que 3 couleurs, et les airs que j'aimais, vous les avez proscrits. J'écris dans ce décor tragique où des acteurs ont perdu leur chemin, leur sommeil et leur rang. Dans ce théâtre vide où les usurpateurs annonnent de grands mots pour les seuls ignorants. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom.